en matière. Hein. Attention, la marche vers le réel, c'est dangereux parce que des fois on arrive à une falaise. Bref, alors, François Hulbert va nous mettre l'eau à la bouche, bien avant le déjeuner, avec le millefeuille français. Comment les élus actuels peuvent-ils œuvrer à une véritable décentralisation alors qu'ils participent depuis toujours d'un système politique centralisé, dont Yvon Olivier vient de retracer même la genèse, sont membres de partis politiques qui n'ont jamais inclus dans leur programme des mesures de régionalisation, par exemple. Les pouvoirs régionaux ne sont-ils pas devenus les complices du système centralisé et du pouvoir parisien? Alors, François Hulbert a lui aussi 15 minutes pour traiter de ce sujet. Il est géographe, professeur émérite de l'Université de Metz et auteur de plusieurs ouvrages sur le centralisme français. Bonne chance, François. Merci. Alors, j'ajouterais que je vais commencer par ça, en remerciant les organisateurs de m'avoir invité. Ça, j'ai pas besoin de le tenir, parce qu'en plus, je suis à Metz, j'ai été au Canada, mais je suis breton. Je suis né à Rennes et j'ai fait mes études essentiellement à l'université de Rennes avec Michel Filipeneau, bien connu en Bretagne. Et après, je suis parti, je dis ça maintenant parce que même si je n'ai que 15 minutes, je vais quand même faire cette introduction de 2 minutes, pour me situer un peu. Je suis parti 30 ans au Canada, à Québec, ce qui est intéressant pour avoir un regard extérieur. Et au retour, évidemment, je venais régulièrement en France, bien entendu, et au retour en 2000, le hasard des postes au fait que je suis allé à Metz, en Lorraine. Et voilà, et aujourd'hui, je suis à l'autre bout, c'est-à-dire à côté de Bayonne, près aux portes du Pays Basque, où il se passe des choses intéressantes aussi, où j'ai pu voir les Bretons dire voir ce qui s'y passait, c'est pour ça que je suis aussi là aujourd'hui d'ailleurs, par les relations qui se tissent par ce genre de rencontres. Voilà. Alors donc, merci aux organisateurs, je suis content de revenir en Bretagne. J'y suis venu au mois de février pour présenter mes 2 derniers livres là, à Brest, donc, où j'ai rencontré des gens, et aujourd'hui à Lorient, donc tout ça me paraît très intéressant, et ça boucle, ça fait une boucle un petit peu et ça me permet de revenir sur les terrains qui m'ont fait démarrer à l'université, etc. Bon, alors donc des expériences multiples. Alors le sujet, l'intervenant précédent a terminé en parlant de pyramide. Alors je vais rebondir là-dessus. Effectivement, quand on parle de millefeuille territorial, je dirais que dans le blocage qui a été annoncé déjà et qui existe, le millefeuille territorial il est pyramidal. Millefeuille territorial du centralisme français. Je mets ensemble millefeuille territorial et centralisme. Ça se tient. Et c'est pyramidal. Donc, en bas, vous avez les 36 000 communes. En haut, le président de la République et les gouvernements, etc. Donc, ce système pyramidal, avec une base très petite, en bas, 36 000, constitue, si vous voulez, le bloc qui devient indéboulonnable, qui devient incapable de produire du changement. Alors, je vais y revenir un petit peu, je reviendrai certainement plus tard, mais pour revenir à l'expérience que j'ai eue en étant 30 ans hors de France, etc., ce qui est intéressant, c'est que je suis parti en 69, je suis revenu en 2000. Alors, en revenant en 2000, avec des étudiants, travaillant sur ces questions d'organisation du territoire et d'aménagement, géopolitique locale et régionale, ce qui m'a frappé, évidemment, c'est que j'ai regardé, avec des étudiants, les discours, les projets, les choix qu'on voulait faire au tournant, après 68, au tournant des années 70, et puis, en 2000, aujourd'hui, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe, où en est-on, etc. Alors, ce qui est frappant, c'est qu'on n'a pas avancé beaucoup. Alors, certains me disent à ce moment-là, oh, dans les années 80, oui, bien sûr, dans les années 80, il s'est passé des choses, mais comme on a maintenu le département, qui est devenu plus puissant que la région, comme on a, etc., globalement, on n'a pas changé beaucoup de choses. Alors, ça m'a amené à faire un premier bouquin que j'ai appelé « Le pouvoir aux régions », c'est celui-là. Laissant entendre qu'évidemment, les régions n'ont pas le pouvoir. Il est vrai, donc le pouvoir aux régions, c'est en dessous la reconstruction géopolitique du territoire français. En 70, c'est Jean-Jacques Savant-Chalère, les gens de ma génération le connaissent, qui a fait tout un débat pour dire qu'il faut donner le pouvoir aux régions. On était en 70, 71. Aujourd'hui, on s'y remet. Non seulement le pouvoir aux régions n'a pas été donné, mais les régions sont plus faibles que jamais, comme les départements, puisqu'on est de plus en plus dépendant financièrement, budgétairement, on est de plus en plus faible. Donc c'est le contraire qui s'est passé. Dans les années 70, même chose, loi Marcellin, il fallait absolument réformer les communes, 36 000 communes, bon, etc. On en est au même état aujourd'hui.
Et je dirais, et qui plus est, aujourd'hui, il y a des discours nombreux qui vous disent c'est formidable les 36 000 communes. Les petites communes, mais plus c'est petit, plus c'est beau, plus c'est la proximité, plus c'est ceci. Alors pourquoi fallait-il réformer les 36 000 communes il y a 30 ou 40 ans? Si aujourd'hui, je vous dis, au fond, c'était pas nécessité, peut-être une erreur. L'aménagement du territoire il y a 30 ans, 40 ans, c'était la même chose. Regardez les grands choix qu'on faisait. Il fallait des métropoles d'équilibre, il fallait rééquilibrer le territoire, diminuer le poids diminuer le poids de Paris, etc., etc. En fait, aujourd'hui, les métropoles d'équilibre, on ne les a pas, si on se compare aux pays voisins. Les régions sont aucune comparaison possible entre les régions françaises et les régions des pays voisins. Il y a un complot, là. Il y a un complot. Alors, c'est ainsi. Alors, donc, j'en perds le fil. Donc, les régions, l'aménagement du territoire, voilà. L'aménagement du territoire, ce qu'il fallait faire, on l'a peu fait. Et alors, ce qui est frappant, c'est qu'on a depuis quelques temps, quelques années, un discours de gens sérieux, géographes par exemple, certains des collègues, qui arrivent à dire, aujourd'hui, mais au fond, le grand déséquilibre, le poids de Paris, l'importance de Paris par rapport au reste de la France, mais c'est formidable, c'est très bien comme c'est là. Alors pourquoi, pendant 40 ans, nous avoir dit, ou fait croire, ou travailler, ou fait mine de travailler la data, etc., pour équilibrer tout ça, si c'est pour aujourd'hui nous dire que le système est très bien, parce qu'au fond, il s'est même amélioré. Avec les TGV, on va de plus en plus vite à Paris, donc pourquoi vouloir avoir à Toulouse, à Marseille ou ailleurs, des choses qu'on a à Paris, puis on y va de plus en plus vite, vous vous rendez compte? Et puis à partir de Paris, vous avez tout sur place, et à partir de Paris, vous pouvez aller n'importe où dans le monde. Qu'à partir de Paris d'ailleurs. Parce que comme il s'agit de faire des vols intercontinentaux, en dehors de Paris et en dehors de Roissy, pour les vols réguliers, il n'y a rien. Alors l'aménagement du territoire n'a pas créé de grands ports sur l'Atlantique, comparable aux pays voisins, n'a pas créé de grands aéroports internationaux d'envergure par rapport aux pays voisins, etc. Donc j'ai parlé d'imposture concernant la décentralisation, qui n'est pas au rendez-vous, l'aménagement du territoire, qui n'a pas donné ce qui est attendu, et aujourd'hui on nous dit même que c'est bien comme c'est là, c'était le record de longtemps. Alors, ça c'était une première chose. Deuxième chose, l'édifice pyramidal qui fait que les choses ne bougent pas, parce que le thème c'est incapacité à produire des changements. Alors la pyramide, là, composée d'un millefeuille territorial, qui est considérable, on le sait, hein, enfin les 36 000 communes, les syndicats intercommunaux, qui sont encore 14 000, différents des intercommunalités qui viennent après, intercommunalités, communautés de communes, communautés d'agglomération, etc. Les cantons qui sont 4 000, il y en aura à moitié moins, il y aura autant de conseillers généraux dans la réforme, il y en aura à moitié moins de cantons, ils sont plus quand on va refaire un découpage, qui va évidemment être différent de celui des intercommunalités. Nécessairement, c'est seulement pour les élections qu'on fait les nouveaux cantons. Les pays qu'on a plus ou moins abandonnés, c'était 400 au lieu de 4 000, c'était pas mal. En Bretagne, on sait quelque chose. Bon, sauf que les pays, Sarkozy a mis une croix dessus, et puis le gouvernement actuel n'en parle plus. Bon, après les départements, donc, qui sont renforcés, qui se sont renforcés. Il faut savoir que le département principal de la plupart des régions a un budget supérieur au département de la région tout entière. Donc, ça donne une idée de l'importance des uns et des autres. Bon, les régions 22, sans doute trop nombreuses, beaucoup d'intervenants, politiques, de droite ou de gauche, disent qu'il faudrait changer tout ça. Évidemment, ça c'est une autre chose qu'on pourrait dire. Bon, les régions 22, mais quand il s'agit des régions européennes, c'est plus les mêmes. On fait des regroupements, on n'est pas nombreux. C'est-à-dire que là, toujours pour ne pas ancrer la région dans sa réalité. On fait toujours des autres découpages. Bon. Et puis ensuite, on laisse l'Assemblée, la Sénat, le Sénat qui parle. Donc vous avez les ministères et le gouvernement. Bon, donc, et aujourd'hui, les métropoles. Métropole, il faudrait qu'on y vienne un peu là-dessus, parce que métropole d'équilibre, aujourd'hui, métropole, il y a eu métropole Sarkozy, il y a eu Nice. Bon. Et puis aujourd'hui, il y a des métropoles qui arrivent, là, qui sont encore différentes. Alors, tout un débat, on pourra y revenir. Hein, bon, voilà. Alors, donc, système pyramidal, millefeuille territorial, cumul des mandats. Le cumul des mandats, ça cimente tout ça, de haut en bas. Donc ça cimente la pyramide. Tout ça pour vous construire l'idée que c'est difficile de changer la chose. C'est cimenté, alors cumul de mandats, et non limite de durée des mandats, qui lui assure la continuité du système. Tout ça est bien ancré. Alors, en introduction, on a fait la cité de mes propos, dans les papiers que j'avais envoyés. Donc les élus actuels, peut-on attendre? Non, je ne vais pas redire ce qui a été dit. Dans le début du bouquin, j'avais mis une citation d'Einstein. Hein. C'est là que ça vient. Hein. Il ne faut pas compter sur ceux qui ont créé les problèmes pour les résoudre. Bon. Alors, c'est pas mal. Et ceux qui ont créé les problèmes, c'est quand même ceux qui sont au pouvoir depuis 40 ans. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est les mêmes. Les têtes ont changé, mais c'est les mêmes cumulards, etc. Bon. Et puis
la durée des mandats, c'est aussi que c'est les mêmes souvent très longtemps. Hein. Bon. Donc, les élus actuels, comment s'attendre à ce qu'ils changent les choses alors qu'ils profitent du système en place? Et puis, ils sont... Je vais assez vite. Alors, ça, c'est une première chose. On peut dire c'est le système centralisé, les régions. Alors, deuxième citation qui a été faite. Les régions, ça ne fait pas toujours quand je dis ça à tout le monde, mais bon, les régions sont complices aujourd'hui, d'après moi, du système centralisé. Vous voyez, elles sont complices par force, d'une certaine façon. Ça ne me plaît pas de dire ça, mais nécessairement, j'aimerais mieux que les régions ne soient pas complices de ce système. Je dis qu'il faudrait qu'elles en sortent. Donc, complices du système, pourquoi? Alors, on a eu une première assemblée élue en 86. Ça fait quand même 5 fois, on est la 5e fois en 2010 qu'on vote pour les assemblées régionales. Bon. Alors, quand en 86, on a eu des assemblées régionales, je dirais tout le monde a applaudi, puis tout le monde s'est précipité aux urnes. Près de 80% de votants. Parce que les gens disent, ah, ça y est, la région existe. Mais au fur et à mesure, on s'est rendu compte que la région n'existait pas tellement. Et qu'au fur et à mesure des élections qui ont suivi, on dégringolait, maintenant on est en dessous de 50%. Que les gens se sont rendus compte progressivement que la région, bon, c'était, j'allais dire rapidement, une strate de plus. Elle n'avait pas vraiment le pouvoir. Alors, 3 minutes seulement, très bien. Donc, quand je dis que les régions sont complices, de différentes façons, on pourrait y revenir certainement. Complices parce qu'elles réclament des infrastructures de telle sorte que ça rend plus dépendant. Par exemple, à coup de réclamer des TGV et des gares partout, on est de plus en plus rapidement sur Paris. Alors de payer, les régions en viennent, les départements, quand je dis les régions en général, c'est les régions et les départements et les métropoles qui sont dedans, etc., en viennent à payer quelque chose qui les dessert d'une certaine façon. C'est-à-dire, ils sont déjà engagés de l'argent pour payer le TGV, payer le barreau qui fait bouchon au sud de Paris, ou si c'était aux régions de payer ça, etc. Mais comme elles en veulent, elles sont dans ce système-là. Et puis, elles acceptent aussi ce que j'ai appelé dans le peuple breton de juin dernier, le jeu de dupes État-région, c'est-à-dire que les régions sont dans un système qui fait que c'est l'État central, les gouvernements qui définissent les politiques, les projets, l'argent, et puis toutes les régions doivent essayer de cueillir, un peu comme des poissons, de gober ce que l'État envoie. Et pour ce faire, évidemment, elles se plient sur les pieds. Pour être métropole, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Moi j'ai vu ça à Metz, métropole, 500 000 habitants, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour être 500 000 habitants à Metz? Alors on va faire des constructions complètement folles pour répondre aux politiques. Donc c'est ça qui veut dire dépendance de l'État central qui envoie toutes les régions montent à la pêche, en concurrence les unes avec les autres. Au lieu de faire front ensemble, elles sont chacune, comme chaque département, on préfère faire affaire directement avec les ministères qu'avec la région, les départements ignorent totalement. Alors donc, complicité, que je pourrais développer un peu plus complicité dans beaucoup d'autres choses où les régions se battent entre elles. Donc voilà, je vais terminer en disant que le deuxième bouquin que j'avais fait, c'est celui-ci. Il devait être là, mais on m'a dit qu'il est resté bloqué à Saint-Brieuc. Bon, donc c'est celui-ci, je ne veux pas en parler. En finir avec l'organisation centralisée du territoire. En dessous, 40 ans d'exception française, ça suffit. Alors l'exception française, voilà, j'ai 3 ou 4 bouquins de celui-ci, mais je ne l'ai pas amené celui-là, parce que normalement il devait y en avoir 20 à la liste sur ici, mais ça verra plus tard. Bon, ok. Alors, tout ça pour dire que, pour conclure, je ne sais plus ce que je veux dire pour conclure. L'exception française, alors, si on veut en parler, l'exception française, c'est assez fascinant, c'est aussi parce que le système français est à la fois toujours, ou presque, différent de tout ce qui se passe dans les pays voisins et au Canada, que je connais bien, et l'idée c'est aussi de se présenter comme un modèle. On dirait que le système français est exceptionnel, on ne fait rien comme tout le monde, mais c'est mieux, paraît-il, de faire ce qu'on fait là, tout en chialant sans arrêt, en pleurant sans arrêt, en pleurnichant sans arrêt, je termine avec ça. Les régions ne se battent pas suffisamment pour avoir un pouvoir régional qui est le seul, je dirais le pouvoir régional, c'est le seul moyen de sortir du centralisme. C'est de lutter contre le centralisme, c'est de faire le pouvoir, c'est de prendre du pouvoir là-haut pour le mettre dans les régions. En réformant les régions, en orientant tout, etc., etc. Donc voilà, donc c'est ce combat-là qu'il faut mener, qui est en cours sans doute, etc., mais qui est en cours depuis 40 ans d'une certaine façon. Alors il n'est peut-être pas si en cours que ça, et c'est pour ça que je dis que les régions ne se battent pas comme elles devraient sans doute pour arriver là. Voilà. Merci François. Le prix Nobel d'économie, contrairement à ce que racontent les médias, n'existe pas. Il s'agit du prix d'économie de la Risque Banque, banque de Suède, qui a été inventé en 68, en mémoire d'Alfred Nobel, c'est là où est l'astuce. Bref, concrètement, le prix Nobel d'économie n'existe pas, il n'est pas reconnu par le comité Nobel, et les descendants d'Alfred Nobel demandent sa suppression. Mais il y a quand même
des personnes qui reçoivent ce prix de temps en temps. Il y en a un auquel j'ai pensé en écoutant François et un petit peu Olivier, c'est Kenneth Arrow, qui a eu le prix en 75-76 pour son théorème qui dit si ce problème a raison, on a raison de le poser, non, il n'a pas de solution. C'est histoire de vous plomber un peu dans l'ambiance.